Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Ah oui? Eh ben, je te pisse au cul. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shoot, le podcast qui parle du film d'action en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Full Alert, film de Ringo Lam sorti en 1997, sûrement l'un des plus grands films de polar thriller du cinéma hongkongais. Je suis avec Max et avant d'attaquer ce podcast, je te propose, mon cher Max, de nous raconter un peu l'histoire de ce film et de quoi il parle. Le corps d'un architecte est retrouvé noyé dans le réservoir d'eau de son immeuble. L'inspecteur Pao arrête le coupable, Mac Kwan, un expert en explosifs. Lorsque Kwan s'évade, Pao comprend que celui-ci s'apprête à commettre un cambriolage de grande ampleur et il se lance à corps perdu sur ses traces. Alors Full Alert, comme je l'ai dit en introduction, c'est donc un film de Ringo Lam sorti en 1997. C'est un polar thriller à limite action avec une belle brochette d'acteurs et d'actrices au casting. Notons notamment Sean Lowe qui joue l'inspecteur Pao, Francis Ng qui joue Mac Kwan, ou encore Jacques Cao, Raymond Cho, Amanda Lee, Monica Chan. Pas que des acteurs très connus, aussi beaucoup d'acteurs qui étaient encore à l'époque mineurs, voire vraiment pas très connus du grand public hongkongais. Et avant de se lancer un peu dans l'analyse de ce film, de revenir sur les coulisses, tout ça, avec Max, on s'était dit que ça serait bien de vous présenter un peu le réalisateur, un peu qu'est-ce qu'il a amené à faire ce film, qu'est-ce qu'il avait fait avant, qui est Ringo Lam. Je te laisse la parole, mon cher Max. Ouais, alors pour faire, on va dire, assez rapide, en tout cas on va pas non plus rentrer dans les détails de sa biographie, machin, son signe astrologique, etc. Mais faut savoir que Ringo Lam, on va dire qu'il fait partie de la génération des grands cinéastes de la nouvelle vague hongkongaise, ce qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise, donc à partir de la fin des années 70, début des années 80, où l'on va retrouver des cinéastes comme Choi Ark, comme John Woo un peu plus tard qui va se révéler au grand public, comme Anhui par exemple, tout un tas de cinéastes qui vont vraiment dynamiter à leur manière le cinéma hongkongais et le faire entrer dans une nouvelle ère. Et Ringo, la particularité, c'est qu'il va avoir un cinéma, en tout cas c'est comme ça vraiment qu'il va se révéler, un cinéma assez urbain, rugueux et très politique dans les différentes thématiques et messages qu'il souhaite faire passer. Du coup, le film qui va vraiment catapulter sa carrière, ce sera City on Fire, qui sera, vous le savez, sûrement pas mal repris, en tout cas qui aura fortement inspiré Le Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. Fortement inspiré pour ne pas dire plagié. Voilà, mais bon, ça a donné un bon film, donc ça va. Mais voilà, vraiment, on va retrouver d'ailleurs déjà pas mal de similitudes avec le film dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir Full Alert, à savoir cette dualité entre flic et voyou, vraiment ce polar urbain très rugueux. Et vraiment, pas mal de similitudes. Et ça, en tout cas, ce sera un choc à l'époque de sa sortie. On est fin des années 80. Et il va vraiment se faire remarquer avec une forme de trilogie, on va dire, informelle, avec Prison on Fire. Voilà, donc qui va, comme son nom l'indique, se dérouler en milieu carcéral. Pareil, qui va être un film extrêmement fort, extrêmement choc, très politique, sur les conditions évidemment carcérales à Hong Kong.
et probablement le plus choc et le plus censuré, School on Fire. Là vraiment voilà, probablement encore plus politique que les deux précédents films, encore plus violent, encore plus radical, voilà, sur le milieu scolaire, sur, comme beaucoup de films de l'époque, hein, on peut citer aussi L'Enfer des armes de Choi Ark, qui va beaucoup parler de la criminalité à Hong Kong, qui est vraiment un sujet très délicat à l'époque. Et vraiment, voilà, c'est vraiment par cette trilogie-là qui va vraiment inscrire son nom dans l'histoire du cinéma hongkongais, en fait, tout simplement. C'est vraiment le point de départ et vraiment la meilleure façon, cette trilogie, de caractériser le cinéma de Ringo Lam. Un cinéma vraiment impactant, politique et assez radical sur certains points, avec vraiment cette caméra au plus près de l'action, au plus près des personnages, toujours avec une mise en scène et un découpage très impactant. Voilà, ça c'est le cinéma de Ringo Lam. Avant de revenir sur Full Alert et le film pré-Full Alert, on en reparle juste après, il faut savoir aussi que Ringo Lam, c'est quelqu'un qui vient à la base d'un milieu qui est très pauvre, il vient d'un milieu très urbain, c'est quelqu'un qui a, un peu à l'instar de Martin Scorsese aux États-Unis, a vu en fait tout ce qui est ces gangsters, la criminalité s'emparer en fait des rues ici de Hong Kong. Il assistait à des scènes de grande violence quand il était petit, ce qui lui a beaucoup inspiré cette mise en scène qui, comme Max le disait, est vraiment au cœur de la rue, avec une caméra des fois embarquée, avec des fois, pour certains films comme City on Fire ou Full Alert, des tournages en plein milieu de la rue sans aucune autorisation, des choses vraiment très, très brutes pour essayer de capter un peu cette énergie environnante des rues de Hong Kong. Ringo Lam, c'est aussi un homme qui n'a pas pour but au début d'être réalisateur. C'est en fait quelqu'un qui avait passé des auditions pour rentrer dans des écoles d'acteurs, sous l'influence notamment de son frère, qui lui deviendra un acteur pas très renommé, mais qui aura fait quelques films notamment à Hong Kong. Et en fait, il se destinera dans un premier temps à devenir acteur, plus pas par envie, mais par histoire de faire quelque chose de sa vie. Et en fait, dans l'école dans laquelle il va travailler, il va se faire débaucher très vite par la télévision. Il y a beaucoup de réalisateurs hongkongais connus aujourd'hui qui ont fait leurs premières armes en télévision, sur des séries ou des téléfilms. Et Ringo Lam, c'est quelqu'un qui a vraiment appris sur le tas en étant assistant réalisateur et qui va beaucoup apprendre déjà des façons de faire hongkongaises de la télévision avant de partir au Canada pour se spécialiser vraiment dans la réalisation, d'apprendre beaucoup plus de choses techniques, et qui reviendra plus tard à Hong Kong sous l'influence notamment de Tsui Hark, avec qui il s'était lié d'amitié du coup dans ses jeunes années, et qui lui disait qu'il fallait qu'il revienne parce qu'il y avait cette émergence de la nouvelle vague hongkongaise qui était complètement folle, et que il fallait pas qu'il passe à côté de ça, ce qui fait que Ringo Lam, en fait, c'est un réalisateur qui, contrairement à ses pairs, comme par exemple Tsui Hark ou John Woo, a commencé assez tard, en fait, il faut dire, et ses premiers films d'auteur sont arrivés aussi assez tard. Il commencera avec des films comiques, rom-com, qui ne sont pas très intéressants, dont on ne va pas parler, avant d'avoir ce premier petit succès public avec le Mad Mission 4, une série de films d'action, comico-action, assez populaire à Hong Kong. Ringo Lam réalisera le 4, ce qui lui donnera un peu de crédit pour pouvoir après réaliser d'autres films un peu plus importants, un peu plus chers à son cœur, on va dire, avec des thématiques plus fortes. Donc comme Max le disait, notamment sa trilogie On Fire, avec City on Fire, Prison of Fire, School of Fire. D'autres films comme Wild Church aussi, où il arborera des thématiques autour du drame et du crime, qu'il continuera de faire différemment avec son ami qu'il a rencontré lors de cette école d'actorat, Chow Yun-fat. Puis il testera plusieurs choses différentes, des films d'espionnage avec Les Guerres de l'Ombre, notamment avec Touch and Go, où il retrouvera Sammo Hung pour un film drame-action aussi. Tout ça va l'amener à tester beaucoup de choses, à tester des choses dans des thématiques, que ça soit pour des thrillers, mais aussi des films d'action comme Full Contact, des films plus, on va dire, arts martiaux, action classique, comme Burning Paradise. Et Ringo Lam, tel John Woo, tel Tsui Hark, sera aussi débauché
par un certain monsieur belge, un homme qui rêvait de tourner avec ses idoles qui ont fait des films qui l'ont fait rêver. Cet homme, c'est Jean-Claude Van Damme. Et oui, du coup, ce cher Jean-Claude qui, début, milieu des années 90, avait recruté quelques stars du cinéma hongkongais, très cinéphile le Jean-Claude, notamment John Woo, Choi Ark un peu plus tard, et Ringo Lam, qui a la particularité d'avoir tourné le plus de films avec Jean-Claude, parmi ces 3 cinéastes, et d'être visiblement le seul à avoir un petit peu tenu entre guillemets en laisse le Belge qui s'est apparemment le mieux entendu avec lui, et leur première collaboration du coup sortira en 1995, 95 si je dis pas de bêtises. 96, voilà, on y était presque. Production au casting international, on retrouvera notamment notre Jean-Hugues Anglade national. C'est pas trop ce qu'il fait là, mais voilà. Bon voilà, récit de gangster finalement, on est thématiquement dans la lignée de ce qui a fait connaître le cinéma de Ringo Lam. Bon, c'est pas la plus intéressante de leur collaboration, honnêtement. Je trouve que c'est parmi même d'ailleurs les collaborations de Jean-Claude avec nos amis hongkongais, l'une des moins intéressantes, parce que voilà, comme tu le sais, j'ai beaucoup de sympathie pour piéger à Hong Kong notamment. Et là je te juge, mais tellement fort. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment l'une des plus faibles. Bon, la plus faible restant évidemment Double Team de Choi Ark, qui est absolument intankable. Mais voilà, Risque Maximum. Bon, sympathique, voilà, pour nous, amateurs de cinéma d'action, voilà, qui avons ce côté un petit peu régressif, voilà, ça peut être sympatoche, mais oui, c'est pas la collaboration la plus intéressante. Il fera notamment Répliquant quelques années plus tard avec Ringo Lam, qui sera déjà un petit peu plus intéressant, avec une implication à ce moment-là de Jean-Claude qui sera aussi un petit peu plus intéressante. Il y avait, je crois, Inferno aussi, c'est le film dans le milieu carcéral. In Hell, pardon. Inferno, c'est un autre film encore de Jean-Claude. Oui. Malgré les casseroles aux fesses, ouais, je connais bien sa filmographie, voilà. Mais In Hell, voilà, film en milieu carcéral aussi, qui est une petite réussite dans son genre. Mais ouais, c'est en tout cas un film, comme pour John Woo, comme encore John Woo, c'est particulier parce qu'il a fait une assez longue carrière finalement aux États-Unis. Mais c'est un peu similaire à ce qu'on avait vu chez Choi Ark. Le passage aux États-Unis avec Jean-Claude va leur donner envie de revenir en force au pays, et c'est ce qui va se passer avec Full Alert, où Ringo va revenir à Hong Kong avec l'envie d'en découdre et de revenir tout simplement sur le devant de la scène et de faire ce qui a fait de lui ce cinéaste aussi important sur l'archipel avec Full Alert. Et aussi, un truc qui est assez important à remettre en contexte, c'est que juste après Risque Maximum, on est en 96 du coup à la sortie, on arrive très très rapidement à une période charnière pour la cité de Hong Kong, c'est la rétrocession. Alors, petit cours de géographie très express et très simplifié. Si vous ne le savez pas, avant 97, avant le 1er juillet 97, l'archipel de Hong Kong, en fait, était une colonie britannique qui avait gagné plus ou moins d'indépendance, de laxisme, on va dire, auprès de la couronne britannique. Et un deal avait été passé avec la Chine pour rétrocéder la concession hongkongaise au pays, du Parti communiste. La rétrocession devait s'effectuer le 1er juillet, et ça a été pour beaucoup de gens, que ça soit des gens du cinéma, des acteurs, des réalisateurs, ou même tout simplement le peuple hongkongais, une période assez charnière, parce qu'une période de doute, d'incertitude. Ils ne savaient pas comment allait se passer, la vie post-rétrocession, l'impact que la Chine et le Parti communiste allaient avoir sur eux, et donc il y avait une espèce un peu de course à la montre qui était en place, essayer de faire le maximum avant ça, essayer de partir s'ils pouvaient, ce qui a sûrement joué sur l'exode de plusieurs stars hongkongaises et plusieurs réalisateurs hongkongaises comme on l'a dit, Choi Ark, Ringo Lam, John Woo, mais aussi des acteurs comme Jet Li, qui est peut-être resté un peu plus, ou Jackie Chan, qui est très vite parti pour une deuxième carrière américaine. Même Chow Yun-fat, même si ça a été pas peu glorieux. Oui, mais du coup, Full Alert, c'est vraiment un film qui a été fait presque dans l'urgence, et qui est aussi, il faut le dire, le premier film
post-rétrocession. Il est sorti le 18 juillet 97, c'est-à-dire que 17 jours après la rétrocession. Et c'est pour ça, si vous voyez le film, que au moment du titre et du carton du film, on voit ce petit tampon Hong Kong 97, qui est un tampon qui est, rien que cette image, est en fait très signifiante, a un gros impact sur le message qu'essaye de faire passer ce film. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet, on va parler de Full Alert. On vous a fait le résumé juste avant, mais du coup, on va essayer de vous expliquer pourquoi en fait ce film il est si important, si intéressant, et en quoi il nous a marqué. Ouais, Full Alert, vraiment la spécificité, comme tu le disais, c'est déjà la recontextualisation, l'arrivée au moment du tournage de la rétrocession, et à quel point, de toute façon, ça a impacté ce film, évidemment, mais toute l'industrie du cinéma hongkongais à l'époque. On va pouvoir, on va déjà parler du film, mais un peu plus tard, mettre en parallèle ce film-là avec d'autres films qui se sont faits au même moment, hein, vraiment, et on voit qu'il y a une forme de radicalité. Les mecs étaient vraiment énervés. Vraiment, ils ont profité des dernières années, mois avant la rétrocession pour vraiment que ce soit d'un point de vue graphique avec la catégorie 3, hein, la fameuse catégorie 3 qui regroupait beaucoup de films, mais qui regroupait aussi des films assez radicaux dans leur violence graphique, etc., thématique aussi. Et Full Alert faisait partie totalement de cette mouvance-là, avec vraiment un Ringo Lam, comme on disait, qui revient des États-Unis, qui, même s'il retournera avec Jean-Claude Van Damme, garde pas une expérience forcément incroyable. C'était un salarié au sein d'une production, évidemment, donc du coup, retour à Hong Kong avec cette envie d'en découdre et de reparler de sa ville de façon toujours aussi radicale, comme il l'avait déjà fait dans la trilogie On Fire, et vraiment en recontextualisant vraiment la rétrocession. Et ce qui est vraiment intéressant surtout avec ce film-là, c'est comme je l'ai magnifiquement évidemment résumé, souvenez-vous au début d'émission, on va retrouver ce jeu de chat et la souris entre un policier et un voleur. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est la remise en contexte de la police hongkongaise à cette époque-là, qui était vraiment au bout du rouleau. Au-delà de la criminalité à Hong Kong, il y avait vraiment une énorme pression qui était mise par les autorités locales sur la police hongkongaise avant la rétrocession, avant l'arrivée de la Chine, même si cela s'est fait au fur et à mesure du temps. Ça s'est un peu plus intensifié malheureusement ces dernières années, mais avec l'arrivée effectivement des autorités chinoises, les autorités hongkongaises voulaient vraiment que la criminalité baisse au maximum. Il y avait une pression absolument dantesque qui était mise sur les effectifs de police, et c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est mis en avant dans le film et qu'on ressent. C'est-à-dire que tous les mecs sont au bout du rouleau. C'est vraiment, le personnage principal est au bout du rouleau, tous les autres flics sont au bout du rouleau, et Ringo Lam a vraiment, d'ailleurs, très souvent les films dans des milieux exigus, c'est vraiment très austère, toujours avec cette caméra souvent à l'épaule, souvent portée au plus près des personnages. Les mecs sont toujours en colère, c'est vraiment un élément très important de ce film-là, et cette tension vraiment typique de l'époque, évidemment post-rétrocession, et qui ici forcément on est dans le milieu de la police, et donc qui se ressent particulièrement vraiment dans ce film-là. Voilà, et ça c'est vraiment un aspect, l'un des aspects principaux de l'ambiance, on va dire, du film. Ce qui est assez fou avec ce film, c'est que c'est vraiment un peu, à ce moment-là, au moment où il sort, c'est un peu le testament de Ringo Lam pour le film polar hongkongais. Il va vraiment utiliser tout ce qu'il a acquis au cours des dernières années, que ça soit à Hong Kong avec ses films comme City on Fire, Prison on Fire, ou son travail aux États-Unis, pour délivrer le polar le plus intransigeant qui soit. Ça se remarque dès la scène d'ouverture, qui est quand même très dure, très impactante. Cette scène d'ouverture en noir et blanc, avec des ralentis, des arrêts sur image, où des policiers vont trouver un cadavre sur le toit d'un bâtiment, un cadavre complètement tuméfié, gonflé. Bon,
à l'époque c'était un mannequin en plastique, donc ça se voit un peu, mais quand même une image choc de ce cadavre qui ressort en fait une espèce de bassine sur un toit. Et on a ce film où, comme tu le disais, les policiers sont vraiment mis au pied du mur, et du coup Ringo Lam veut être au plus près, veut avoir ces plans qui vont être très très sombres, très durs, avec en fait que ce soit les policiers ou les gangsters. On voit dès le début des films des scènes d'interrogatoire ou avec des éclairages qui sont à peine présents, les policiers sont à moitié voire complètement dans l'ombre pour certains, on les discerne à peine, ils sont vraiment très durs dans leurs questions, dans leur rapport corporel avec les différentes personnes qui sont interrogées, et tout le long du film, on va avoir un film qui va aller de plus en plus vite, qui va arriver sur des scènes de course-poursuite, des scènes d'action qui vont dans tous les sens, où on a une caméra qui ne s'arrête jamais de filmer. Comme je l'avais dit, ça c'est un film, Full Alert, qui a été filmé plusieurs fois dans la rue, sans aucune autorisation. Les gens que vous voyez des fois sur les plans, en fait, sont des kidams du quotidien qui sont pris dans un film sans vraiment le savoir, parce que Ringo Lam, il avait vraiment envie d'avoir à la caméra cette vivacité de Hong Kong qui soit présente à la caméra, et ces personnages en fait qui se fondent à la fois dans le décor et en ressortent dans des scènes qui deviennent complètement dingues de course-poursuite. Une des scènes qui, moi, m'a énormément marqué, c'est une scène de course à pied. Cette scène dans laquelle l'inspecteur Pao course à pied McQuan à travers les rues. C'est une scène qui va dans tous les sens, avec l'inspecteur Pao qui, à un moment, va décider de faire feu pour essayer d'arrêter McQuan et va malencontreusement tirer sur une personne, un kidam en scooter. Et en fait, on a cette scène qui est complètement dingue, dans laquelle ils arrivent à se mettre sur la gueule, ils ont la tête retournée, la caméra qui accélère, qui ralentit. La force de ce film, c'est vraiment cette intensité que Ringo Lam arrive à mettre dans les plans, arrive à mettre dans ces scènes, en plus de scènes qui sont du coup beaucoup plus calmes. On va suivre l'inspecteur Pao à la fois du coup à son travail, mais aussi à son domicile. On va le voir évoluer du coup avec sa femme, avec son fils, qui sont presque délaissés. On va voir la dualité vraiment qu'il a entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, qui est d'une intensité folle. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment un film somme dans la carrière de Ringo Lam, c'est-à-dire tout son travail le plus notable, voilà, comme sur la trilogie On Fire, dont on ne cesse de parler et qu'on ne peut que vous recommander aussi, mais on va pas faire un épisode sur tous ces films. Mais vraiment, Full Alert, nous apparaît en tout cas comme l'un des plus aboutis, si ce n'est le plus abouti. En tout cas, un film somme où il signe vraiment son retour au fer rouge dans l'archipel hongkongaise, avec un polar absolument radical, et où on retrouve formellement tout le style de Ringo Lam, mais avec les potards poussés à fond, et c'est absolument réjouissant. D'ailleurs, les Césars ou les Oscars hongkongais récompenseront le film du prix du meilleur film et prix du meilleur acteur pour Lo Xing-wan, qui joue du coup l'inspecteur Pao. Un retour en fanfare pour Ringo Lam à Hong Kong, avec un film vraiment important pour le cinéaste et même pour le polar hongkongais en général. D'ailleurs, de l'aveu de Lam lui-même, une de ses intentions avec ce film, c'était aussi de laisser une trace de ce Hong Kong pré-rétrocession. C'est pour ça qu'on a autant de scènes qui sont dans des décors réels, qui sont dans des rues. Il avait vraiment cette envie de montrer en fait comment la vie était avant ça, et il avait envie de montrer certains endroits, comme par exemple, il y a toute cette scène de course-poursuite à pied qui passe par le marché des oiseaux, qui était vraiment un marché qui, je crois aujourd'hui, de ce qu'il disait, n'existe plus. Enfin, au moment où il enregistrait des commentaires audio, ça n'existait plus. Il disait moi, c'était important pour moi de montrer ces quelques endroits en fait du Hong Kong, et d'être cette carte postale vivante en fait pour les générations à venir. Alors si on veut aller un peu plus loin aussi, ce film, c'est un film qui est inspiré, d'autres films, d'autres œuvres, notamment, je pense, une des inspirations majeures qui se ressent le plus, c'est French Connection. Je te laisse nous en parler, Max. Ouais, globalement, globalement, en fait, le cinéma de William Friedkin, c'est une influence qu'on peut éventuellement un petit peu ressentir sur certains des films majeurs de sa filmographie, mais particulièrement sur Full Alert.
spécifiquement, tu l'as dit, French Connection, c'est assez impressionnant dans l'approche visuelle, dans cette caméra embarquée vraiment immersive en plein milieu de la rue, vraiment filmée comme ça, sans autorisation, au milieu de la foule. Il y a vraiment une immersion et une approche visuelle de la caméra, du découpage, qui est vraiment typique de William Friedkin, qui rappelle les débuts de William Friedkin en tant que reporter et documentariste, avant de faire du cinéma, et qu'on retrouvera ensuite beaucoup dans sa filmographie. Et là, vraiment, on retrouve vraiment ça dans Full Alert. C'est vraiment, l'âme le dit lui-même, qu'il est très inspiré par le cinéma de Friedkin. Et ça se voit. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on peut voir que l'un des passages marquants, l'un des moments de bravoure de French Connection, c'est cette fameuse course-poursuite en voiture. Et on va retrouver le même moment de bravoure dans Full Alert. Vraiment, tu parlais effectivement de la course-poursuite un peu dans les bas-fonds de Hong Kong à pied. Ça, effectivement, c'est assez impressionnant visuellement, mais la séquence, la course-poursuite sur l'autoroute hongkongaise là, est assez folle aussi, et nous ramène aussi, là encore une fois, à French Connection, ce qui est assez probant, n'est-ce pas? Alors, on peut, au-delà de cinéma de Friedkin et de French Connection, alors, certains apprécient la comparaison plus que d'autres, mais en tout cas, on peut aussi le rapprocher du Hit de Michael Mann. Je sais que, pour citer l'une de nos principales influences et sources pour cette émission, à savoir Ringolam l'incendiaire, l'ouvrage Ringolam l'incendiaire, écrit par Sébastien Lecoq aux éditions Aardvark. Il y a notamment le chapitre où il revient sur Full Alert, et il passe un petit peu très vite sur les ressemblances, les potentielles ressemblances avec Hit de Michael Mann, en citant justement Ringolam lui-même, disant que au moment du tournage, il n'avait pas vu le film, et que c'est après qu'on lui ait dit qu'il y ait des ressemblances entre les deux films. Il a regardé le film, il a pas vu en quoi ça ressemblait. Alors, ce que je peux comprendre, évidemment, de son point de vue, parce que l'approche formelle est évidemment radicalement différente, ça n'a rien à voir. Mais c'est assez amusant quand même de voir qu'il y a quand même pas mal de petites similitudes, au-delà du concept flic, voleur, etc. Il y a vraiment retrouver cette dualité. Et surtout ces séquences, vraiment une délimitation, j'ai envie de dire, vraiment entre les séquences dites professionnelles. On va voir que ce soit le flic, que ce soit le gangster, en train de travailler dans leur milieu professionnel, ainsi que les séquences. Alors cette fois, c'est plus dans Full Alert, centré sur le policier, mais les séquences plus intimes, plus personnelles, avec sa vie, justement, personnel, qui va un petit peu battre de l'aile à cause de son investissement professionnel qui est totalement démesuré. Ça, c'est vraiment, pour le coup, en termes de caractérisation de personnage et de construction de personnage, vraiment des grosses similitudes entre les deux films. Donc c'est assez amusant, même si dans la forme, ça n'a rien à voir, ça on est d'accord là-dessus. Hit, c'est un pur film de cinéma au sens fantasmagorique, j'ai envie de dire, alors que le film de Ringolam est évidemment beaucoup plus réaliste, beaucoup plus politique et immersif. Ça n'a évidemment rien à voir, mais c'est des petites comparaisons qui sont amusantes, même si effectivement je ne doute pas de l'honnêteté de Ringo, effectivement, sur le fait qu'il n'avait pas vu le film au moment du tournage. Mais voilà, c'est assez amusant. Pour conclure rapidement, sur, on va dire, la suite de la carrière de Ringolam, suite à Full Alert, on parlait de sommet, de son cinéma, et effectivement, évidemment, il ne retrouvera jamais ce niveau-là par la suite. Il fera d'ailleurs pas forcément énormément de films, on va dire. Pour le plus notable, on pourrait citer Victime, sorti en 99, qui est un espèce de film policier paranormal. Pour le coup, nous n'avons pas vu, j'aimerais beaucoup le voir, j'en ai entendu que du bien, donc vraiment ça c'est vraiment visiblement l'un des films les plus notables, si ce n'est le plus notable suite à Full Alert. Il retournera ensuite avec notre très sympathique belge. J'avais de la sympathie pour lui avant. Oui, en tout au cas. vu des dernières informations, ça peut être plus si sympathique que ça. Voilà, mais bon, voilà. C'est les souvenirs d'enfance qui parlent. Mais ce cher belge, il retournera avec lui, notamment dans Répliquant et In Hell, qui sont honnêtement les films les moins désastreux, on va dire, de Jean-Claude, les plus intéressants en tout cas. Il fera notamment le Wild City,
pour ceux qui connaissent, sorti en 2015. À noter aussi la collaboration avec Choi-Ark et Johnny To sur Triangle, film pas inintéressant, assez étrange, avec justement chaque segment est réalisé par donc l'un de ces 3 cinéastes, du coup 3 segments assez différents. Surtout que un des principes du film, c'était que en fait, chacun tournait son segment. C'est ça. Et en fait, il le donnait au réalisateur suivant, mais le réalisateur suivant ne savait pas en fait ce qu'il avait fait en amont, donc il brodait. C'est un peu un cadavre exquis du. C'est un peu du comme cinéma. la dernière trilogie Star Wars finalement. Oui, Il y a un peu de ça. On peut comparer ça à ça. Mais oui, Triangle, qui est vraiment un film très intéressant que je vous invite à voir. Je pense que c'est vraiment d'autant plus intéressant si vous avez déjà vu quelques films de Johnny To, Choi-Ark et Ringo Lam. Si jamais vous connaissez vraiment pas leur cinéma, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, mais c'est vraiment une œuvre atypique en fait, qui est complètement dingue et qui va et vient dans des genres un peu différents, dans des tons et des ambiances un peu différentes, avec notamment Louis Koo et Simon Yam qui sont au casting et qui sont vraiment très très sympathiques. Ouais, et pour terminer, puisque malheureusement notre ami Ringo nous quittera en 2018, son dernier film sorti en 2016, et pas des moindres, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle, j'ai envie de dire à juste titre, de trilogie On Fire, mais il fera un 4e film baptisé On Fire qui est Sky on Fire. Alors je crois que ça n'a vraiment pas de lien du tout avec les précédents. Effectivement, thématiquement, c'est plus visiblement pour des raisons peut-être marketing commercial que le film sera baptisé On Fire, mais on est plus sur un film catastrophe qui est beaucoup moins notable, beaucoup plus anecdotique malheureusement que la célèbre trilogie de son cinéaste. Mais voilà, ce sera son dernier film du coup, sorti en 2016 avant qu'il nous quitte malheureusement. Juste avant de mourir, il aura quand même réalisé un segment du film Septet, The Story of Hong Kong, qui est une espèce de film choral avec plein de grands réalisateurs de Hong Kong. On retrouve Yen Woo-ping, Ann Hui, Choi-Ark, Sammo Hung, Ringo Lam, Johnny To et Patrick Tam notamment. Et en fait, chacun essaye de présenter un segment et de rendre un hommage du Hong Kong des années 40 jusqu'au Hong Kong présent. C'est un film qui récemment est ressorti chez nous. Alors pour le coup, moi je ne l'ai pas vu, toi je crois que tu ne l'as pas vu non plus. Non, on l'a énormément attendu. Ouais, très longtemps. Limite fantasmé. Et une fois qu'il est sorti, ou qu'il lui était disponible, parce que je crois qu'il est chez HK Vidéo. Je crois que oui, l'édition DVD est chez HK Vidéo. Une fois sorti, nous ne l'avons pas eu. Voilà. On l'attend. On l'a trop attendu, on en avait marre. Non, effectivement, oui, ça reste une curiosité qu'il faut rattraper. En sachant qu'on a beaucoup parlé de la trilogie On Fire en citant City, Prison et School on Fire. Vous noterez peut-être, si vous allez voir la filmographie, qu'il existe aussi un Prison on Fire 2 qu'on n'a pas cité, qui en fait est un film un peu particulier, un film un peu bâtard. C'était plus un film de producteur, je crois, pour surfer sur Prison on Fire qui avait quand même assez marché. Non, on va retrouver du coup le personnage de Chow Yun-fat, si je ne m'abuse, qui est toujours emprisonné à la fin du premier film, mais on va retrouver un nouveau second protagoniste, parce que dans le premier film c'était Tony Leung Ka-fai, donc qui était accusé, alors un peu à tort, c'est un peu plus compliqué que ça, voyez le film, voilà, vous verrez, qui se retrouvait en prison et qui était chaperonné en fait par le personnage de Chow Yun-fat, qui était ce détenu, on va dire un peu au grand cœur, grande gueule, qui le prenait sous sa coupe, voilà. Et donc dans le second film, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans le premier film, mais dans le second film, on retrouve toujours le personnage de Chow Yun-fat, mais cette fois accompagné d'un nouveau second rôle. Je ne me souviens plus de qui c'est d'ailleurs. Chan Chung-young. Voilà, mais honnêtement, ça reste une curiosité intéressante si vous aimez le cinéma de Ringo Lam, si vous avez apprécié le premier Prison on Fire, mais c'est très anecdotique, c'est beaucoup plus anecdotique effectivement. On sent que c'était plus un film de commande qu'un film qui, comme c'est le cas avec les meilleurs films de Ringo, sort des tripes et vraiment assez agressif. Non, là c'était vraiment un petit truc de commande, mais ouais. Du coup ça fait 5 films on fire finalement. 5 films on fire, mais seulement 3 sont. Voilà, non, la vraie trilogie, c'est City, Prison et School. Voilà. Qu'on aimerait revoir School un jour ressortir en version non censurée. Mais est-ce qu'il est déjà sorti en France ? Ce serait bien. Parce que City on Fire, je crois qu'il était sorti en VHS chez HK. Ouais, VHS. Mais School on Fire, je suis même pas sûr qu'on l'ait déjà eu en VHS. Ouais, bonne question. Ça, c'était une autre époque. Ou alors si on l'a eu, c'était
peut-être pas, c'était peut-être la version censurée. Ouais, mais c'est vrai que il y a beaucoup de films hongkongais qui ressortent aujourd'hui, notamment dernièrement avec Shoot, aucun rapport avec ce podcast, une boîte de production qui a racheté qui a racheté tout le catalogue, un énorme catalogue de films hongkongais et qui du coup ont permis de la restauration et des ressorties de beaucoup de films. Je crois que City on Fire chez les Américains ressort. Okay. Alors peut-être pas en physique, peut-être juste en digital. En VOD, mais c'est des films qu'on aimerait beaucoup. Metropolitan HK, si jamais vous nous entendez, s'il vous plaît. Voilà, on va rester sur cette supplication. Alors avant de terminer ce podcast et que vous décidiez à aller voir Full Alert, on a quand même quelque chose à vous dire, c'est que malheureusement Full Alert, c'est un film qui aujourd'hui n'est pas visionnable légalement. Il a eu une édition Blu-ray chez l'éditeur Spectrum Films qui a fait un énorme travail de qualité, que ce soit pour l'édition, les bonus et tout ça. Malheureusement c'était une édition limitée, elle n'est plus disponible. Vous pouvez peut-être avec beaucoup de chance la trouver d'occasion sur des plateformes de seconde main, mais à notre connaissance le film n'est pas visionnable sur une quelconque plateforme vidéo, puisque le cinéma hongkongais, surtout le cinéma hongkongais des années 80-90, c'est quelque chose qui est énormément boudé, mais sûrement aussi avec des histoires de droit par les plateformes de VOD, de SVOD. Mais on vous recommande quand même d'essayer de trouver ce film qui, on va pas vous dire comment le voir, mais il y a des façons de pouvoir trouver et de voir ce film. Et sinon, on avait aussi envie de vous conseiller des films qui soit datent de la même période, abordent des thématiques similaires, histoire que vous ne soyez pas complètement en reste. Juste avant de vous recommander ces films, on vous recommande aussi énormément, comme on l'a dit plus tôt, le livre Ringo Lam, l'incendiaire de Sébastien Lecoq chez Aardvark, qui a été une très très bonne source d'information pour ce podcast, qui est disponible du coup sur le site de l'éditeur, que ce soit en physique ou en numérique, et donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour ce qui est des recommandations de films, est-ce que tu veux commencer, mon cher Max ? Ouais, juste, je venais de checker là pendant que tu t'en parlais. Alors, c'est évidemment pas une édition française, mais il est dispo chez Eureka, donc, qui est un éditeur anglais. Du coup, c'est région B. Du coup, vous pouvez le lire sur vos lecteurs Blu-ray. Je crois que je l'ai vu. Alors, sur un site en ligne, je vais pas leur faire de la pub, mais voilà, vous voyez de quoi je parle. Je l'ai vu, voilà. Mais voilà, il est disponible effectivement en version, là pour le coup, européenne, donc vous pouvez le lire sur un lecteur européen. Mais qui n'aura pas du coup de sous-titres français, juste, qui aura des sous-titres anglais pour le coup, ouais. Mais si vous êtes bilingue anglais, c'est totalement visible. C'est pas un film qui a un niveau de vocabulaire si fou que ça. Et donc ouais, pour petite recommandation, pour le coup, je sais que tu m'as parlé d'une, donc je vais pas te la voler, je vais te la laisser. Trouve autre chose s'il te plaît. Mais oui, sur le cinéma hongkongais de l'époque, encore une fois, vraiment sous cet impact pré-rétrocession, post-rétrocession, les deux fonctionnent. T'es vraiment totalement fou. Et en fait, j'ai envie de citer Tsui Hark, tout simplement parce qu'il y a deux similarités quand même assez fortes entre Tsui Hark et Ringo Lam à cette époque-là. C'est tout d'abord, ils vont à la même époque à peu près faire un film qui est le sommet à mon sens de leur carrière et d'une radicalité assez folle. Donc on a parlé de Full Alert, sorti en 97 pour Ringo Lam, mais on peut citer en 95 de Blade. Alors peut-être qu'on lui consacrera une émission, il mérite son émission, mais voilà, qui est, pour faire rapide, une relecture du mythe du sabre manchot et un espèce de remake d'un seul bras les tue à tous de Shang-Chi, qui était une grosse production pour l'époque, donc un Wuxia-Pian, donc film de sabre chinois, qui est complètement radical, qui déstructure complètement ce genre très codifié, et qui a cette forme de jusqu'au boutisme que pouvaient avoir les cinéastes vraiment à cette époque, en se disant on va peut-être plus jamais pouvoir faire les films, ce qui est le cas malheureusement, comme on le faisait avant. Du coup, on va pousser les potards à fond avec une approche formelle, complètement folle, complètement radicale. Et c'est ce qui s'est passé avec The Blade, qui est un film complètement fou et l'un des sommets de la carrière de Tsui Hark, dont on reparlera probablement dans cette émission. Et chose intéressante aussi avec Tsui Hark, c'est il y a évidemment ce passage avec Jean-Claude Van Damme, et Tsui Hark aussi fera son grand retour à Hong Kong après ses pérégrinations avec Jean-Claude sur Double Team et Piège à Hong Kong, l'inénarrable Piège à Hong Kong, avec là aussi
un des sommets de sa carrière, Time and Tide, où là, il retournera là aussi à Hong Kong et filmer vraiment Hong Kong au cœur, j'ai envie de dire, avec là aussi une approche formelle complètement dingue, évidemment très différente de celle de Ringo Lam. Mais voilà, il y a un peu cette même démarche. Je suis allé aux États-Unis, j'ai été muselé, je reviens à Hong Kong, déjà pour filmer ma ville et le faire de façon complètement tarée. Donc voilà, c'est je trouve pas mal de similarités avec la trajectoire de Ringo Lam à cette époque-là. Et vraiment, voilà, ouais, The Blade, bon, de toute façon, on en reparlera peut-être un jour, Time and Tide, tout ça, c'est vraiment typique de l'époque du cinéma hongkongais et de cette envie de d'aller toujours plus loin dans la radicalité formelle et dans les expérimentations surtout, en se disant peut-être qu'on pourra plus jamais faire ça après, donc c'est maintenant ou jamais. J'appuie la recommandation de Time and Tide, qui pour moi est un de mes films d'action préférés. Je trouve que c'est un film qui est complètement dingue. D'ailleurs, on vous invite tous les deux à, si vous voulez en savoir un peu plus sur Time and Tide et surtout Piège à Hong Kong, qui est déjà une expérimentation visuelle, allez voir l'émission Chroma de Karim Debache, qui est disponible sur Dailymotion, mais je crois qu'il y a des reposts aussi sur YouTube, où il a fait un épisode dédié à Piège à Hong Kong, et du coup il aborde Time and Tide, et il aborde aussi cette période hongkongaise qui est assez intéressante. C'est vraiment une très très bonne émission, donc voilà, pour avoir un petit plus. Alors pour ma part, dans mes recommandations, alors je pourrais vous recommander déjà quasiment toute la filmographie de Ringo Lam, en tout cas tous ses films les plus connus, City on Fire notamment, qui déjà est un pré-full alert d'une dizaine d'années plus tôt, mais le problème c'est que pareil, City on Fire est très compliqué à découvrir chez nous en France. Je pourrais aussi vous recommander, pour l'aspect plus la vie à Hong Kong, la vie de cette cité, un film de 1994, Chungking Express 2 Wong Kar-wai, qui est un film incroyable. On suit le quotidien en fait de plusieurs habitants de Chungking Mansion, de la cité de Kowloon. Donc c'est un film qui est visuellement, formellement incroyable. Et si vous voulez avoir une petite idée de qu'est-ce qu'était la vie, alors c'est quelque chose de particulier. Les Chungking Mansion, c'était la cité de Kowloon, c'était vraiment une ville dans la ville en fait de Hong Kong. C'était des habitations ultra resserrées, des habitations où on ne voyait pas le ciel, où il y avait énormément de criminalité qui gérait la ville. Les autorités ne foulaient pas du tout cet endroit-là, mais qui est vraiment assez intéressant et qui, lui, est disponible en France. Mais une autre recommandation que j'ai envie de vous faire, c'est un film du coup post-rétrocession, c'est le film Made in Hong Kong de Fruit Chan, qui est aussi disponible en France chez l'éditeur Carlotta. Celui-là vous pouvez le trouver assez facilement, qui est un film vraiment post-rétrocession sur la jeunesse de Hong Kong, la jeunesse hongkongaise qui est complètement perdue, qui ne sait pas où elle se dirige. C'est un film qui est très nihiliste en fait sur la vie, sur les rêves en fait de ces jeunes gens, sur ces histoires d'amour impossibles. Et c'est un film qui, j'ai pas trop envie de vous en dire trop, mais qui est un film qui va vous retourner. On n'est pas dans de l'action, on n'est pas dans du polar, on est un film presque un peu contemplatif à certains moments, un film à hauteur d'homme, mais qui est vraiment magnifique et dépeint vraiment en fait ce que les gens ont vécu après cette fameuse rétrocession. Donc du coup, ouais, pour terminer, bien content d'avoir parlé de Full Alert, surtout en seconde émission. Ça permettait, déjà la première émission, de commencer sur un gros film américain bien connu, et surtout là sur cette seconde émission, vous montrer et présenter vraiment le cinéma, un petit peu le cinéma hongkongais qu'on aime tant et qui est si important. Enfin, si vous êtes amateur de cinéma d'action, penchez-vous vraiment sur le cinéma hongkongais. C'est essentiel et indispensable. Donc très content d'avoir parlé de Full Alert et de l'excellent Ringo Lam. Du coup, pour le prochain film, on sait pas trop. Alors, on a mis en place un concept évidemment totalement novateur, exceptionnel, de roulette. Voilà, on a une liste non exhaustive, n'est-ce pas, de films divers et variés, toujours évidemment des films assez musclés, de divers horizons, et donc qui sont intégrés à notre roulette magique pour choisir notre prochain film, n'est-ce pas, cher ami ?
C'est exactement ça. Et on tient à vous dire que si jamais vous voudriez qu'on aborde un film en particulier, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute avec le titre du dit film pour qu'on voit et qu'on puisse éventuellement l'ajouter à la liste et le tirer au sort une prochaine fois. Donc là, on est parti, on va tirer la roulette et voir c'est quoi le prochain film qu'on va aborder. Et le prochain film sera, et décidément, on repart du côté des États-Unis avec Bad Boys 2 de Michael Bay. Alors Michael Bay, un réalisateur très particulier. Pour le coup, moi, je suis pas si grand admirateur de son travail. Toi, je sais que Bad Boys 2, c'est un film que t'aimes beaucoup. Oui, voilà. Alors dire que j'apprécie spécifiquement le travail de Michael Bay, je ne sais pas. J'irai pas jusque là. Mais en tout cas, voilà, c'est un technicien. On en reparlera. Un technicien quand même hors pair, ça on peut le dire, et qui est un petit peu décadent, un petit peu déviant, faut bien le dire. Et c'est vrai que Bad Boys 2 allie un petit peu tout, c'est-à-dire en même temps c'est cette espèce d'audace et de folie formelle, et en même temps le côté totalement bas du front et un petit peu débile qu'on peut retrouver dans le cinéma de Michael Bay. Bref, ouais, ça on va se marrer. Ouais, clairement, on va se marrer. On part vraiment sur quelque chose de très différent, que ce soit par rapport à Full Earth, même à Predator. Ah oui, on est vraiment dans des ambiances très différentes. Alors, on a choisi plutôt Bad Boys 2 plutôt que le 1 parce que le 1 est sympathique. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas le plus grand film d'action qui soit, alors que Bad Boys 2 a des choses beaucoup plus intéressantes. Mais ça, bien sûr, ce sera pour un prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve donc très bientôt pour Bad Boys 2. Et non, c'était une blague, comme la dernière fois, petit prank, évidemment, avec une séquence bonus sortie derrière les fagots, avec... je crois que tu vas essayer de me pitcher à ta façon des films en lien avec la thématique Full Alert, donc flics, voyous, tout ça. Ouais, c'est ça, des films avec des flics et des voyous qui se pourchassent. Alors ça peut être le flic qui poursuit le voyou qui poursuit le flic. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de te pitcher d'une façon horrible un film et on va voir si tu arrives à le trouver. Bien sûr, ce sont des films que tu connais, que tu as vus. Un petit jeu bonus comme la dernière fois. Donc, ce premier film, c'est un film du début des années 2000. C'est un film... Je ne vais pas te dire la nationalité pour essayer de ne pas trop te donner d'indices, je pourrais te la donner plus tard si jamais tu ne trouves pas. C'est un film où, effectivement, on suit un flic et un voyou. Les deux se pourchassent mutuellement et en fait, les apparences sont un peu mystérieuses. On ne sait pas qui est vraiment le gentil, qui est vraiment le méchant. L'un est très respecté de ses pairs, l'autre pas. Chacun est sur le point de se faire... choper à plusieurs moments du film. C'est un film où on suit deux grandes stars du pays dans lequel ça a été filmé. C'est un film qui a beaucoup marqué. C'est un film qui a même eu le droit, et là c'est un gros indice, à son remake. Oui, d'accord. Infernal Affairs de Alan Mack et Andrew Lowe. Donc un film qui utilise un code de film hongkongais qui est très exploité là-bas, de ce flic infiltré en fait. D'un côté, là c'est un peu particulier parce que d'un côté on va avoir un flic qui est infiltré chez des truands et un truand qui est infiltré chez les flics, et chacun en fait vont jouer un jeu du chat et de la souris, essayer de deviner qui est qui. C'est un film qui est incroyable, qui a beaucoup marqué le thriller et le polar hongkongais au début des années 2000 et qui a été remaké par le Martin Scorsese, le petit Martin, qui a fait son film Des Infiltrés, qui est aussi le seul film de Martin Scorsese à avoir eu l'Oscar de la meilleure réalisation, du meilleur film. Est-ce que c'était mérité pour celui-là? Est-ce qu'il aurait pas pu l'avoir C'est pour... un film, c'est un film génial. Est-ce qu'il aurait pu l'avoir pour d'autres? Oui. Voilà, bon. C'est anecdotique, ce sont des trucs de récompense, voilà. Bon. J'en pense pas moins. Un jour, on fera un épisode spécial sur ce qu'on pense des Oscars, des Césars et tout ça. Max vous donnera son avis éclairé sur ces récompenses. J'en ai un pour toi. Okay. Film relativement connu, mais je vais essayer de te le pitcher de la façon la plus désastreuse possible. Alors, c'est un mec. Il est en vacances. Il rencontre un Japonais. C'est le début d'une blague très mauvaise déjà. Et là, il veut attraper un méchant.
dans un endroit. Et le méchant, après, il est pas content. Parce qu'il sait que le mec en vacances, il veut l'attraper. Du coup, il veut à nouveau l'attraper à son tour. Et après, le truc, c'est que le mec... le méchant, le méchant, il est pas tout seul, tu vois. Il a des sbires. Donc il veut rattraper le gentil, qui est en vacances. Mais le gentil, qui est en vacances, il se laisse pas faire, tu vois. Il se la joue un peu cow-boy, tu vois. Il veut tuer les méchants. Mais... ce qui est marrant, c'est que le méchant... Moi, c'est un gros indice. Le méchant et le gentil, ils savent pas trop quelle tête ils ont l'un et l'autre. Du coup, quand ils se rencontrent, ils savent pas. Tu vois, le gentil ne sait pas que le méchant est le méchant quand ils se rencontrent, tu vois. Et le méchant, il sait pas que le gentil est le gentil. Du coup, quand ils se rencontrent, ils savent pas qui est qui. Et ça, c'est rigolo. Mais ils le découvrent en discutant. Ça, c'est sympa. Ça me dit quelque chose, je vois l'idée. Le méchant, c'est un japonais, c'est ça ou... Ah, le méchant, c'est pas un japonais. D'accord. Mais le monsieur en vacances, le gentil en vacances, il rencontre un japonais. Il rencontre un japonais. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un lui présente un japonais. Effectivement, un truc que t'as bien réussi, c'est vraiment à très très mal pitcher le film. Effectivement. Est-ce que je peux avoir des indices sur la date, peut-être ? Pas forcément l'année précise, mais la décennie. Je peux te dire, non, le mieux, parce que c'est vraiment très très connu. Je vais te dire des indices dans mon magnifique pitch. Tu vois, le monsieur, le gentil en vacances, quand il arrive dans son lieu de villégiature, n'est-ce pas ? Il est accueilli par quelqu'un. Quelqu'un qui l'amène à un endroit où il veut aller. Et à cet endroit-là, il rencontre le japonais. Le japonais qui lui est présenté par quelqu'un. Je suis très mauvais, je pense que je vais pas le trouver. C'est horrible. C'est horrible parce que je vois, en plus, j'ai des flashs. Je me dis, ouais, je vois à peu près à quoi ressemble le film, mais... Et il le rencontre, le japonais, dans un endroit bien précis. Un endroit où se passe l'action. Et où le gentil et le méchant se pourchassent à tour de rôle. Même si le méchant, il envoie plus ses sbires tuer le gentil que vraiment aller à la rencontre du gentil, tu vois. Ah, ça me dit c'est quelque que chose, plus tard dans le film qu'il se rencontre avec le... C'est un film américain ? Ouais, c'est un film américain. C'est un film américain. C'est des... Il y a une histoire... Là, c'est un gros indice. Hein. Il y a une histoire de pied. C'est un gros indice. C'est un Tarantino ? Non. Ah merde. Il y a un acteur dans le rôle principal que tu retrouves dans un des films de Tarantino. Travolta ? Non. C'est Jackson ? Ah merde. J'essaye de... Je vois... J'arrive à un peu visualiser ce qu'est le film et à quoi ça pourrait ressembler, mais après retrouver des titres comme ça, là, ça m'est... Est-ce que c'est un film qui est sorti avant 2000 ou après 2000 ? Non, avant. Avant ? Fin 80. Fin 80. Ok. Gros indice aussi. Un film américain, fin des années 80, avec un gentil qui traque un méchant. Il y a aussi... Qui va en vacances. Absolument. En vacances, en tout cas, voilà, dans un endroit précis, l'action se déroule dans un endroit précis. Je peux te dire qu'il y a une histoire de poster, de pin-up, qui permet de se situer. Non, c'est pas Die Hard. C'est Die Hard. C'est tellement mal pitché ça. Ah oui. Ah oui, c'est le but. Tout ce que j'ai dit est véridique. Attends, mais à quel moment il rencontre un japonais ? Monsieur Takagi. Bah oui. Qui lui est présenté par sa femme. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Oh, purée. Et à un moment donné, c'est vrai que McClane et Gruber, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. C'est vrai, mutuellement. Ils se rencontrent, et oui. Et ils se rencontrent très vite, de la super chérie. Oui, c'est marrant que c'est le poster de Pin-Up qui met autant. Voilà. Alors que c'est vraiment un détail. Ouais. Film. Non, pas mal, bravo. Ok, j'en ai un. Alors, c'est un film avec un gentil qui pourchasse un méchant, comme tu les aimes. Sauf que le méchant il est en prison. Mais il arrive à s'échapper de la prison. Et du coup, le gentil qu'il a déjà emprisonné, il va retourner pour aller arrêter le méchant. Mmh. Il va retrouver le méchant. Mais le méchant, il va être plus intelligent. Et du coup, il va réussir à s'échapper. Sauf que le gentil
quand il va voir ses collègues pour essayer de continuer à trouver le méchant, et bah ses collègues, ils lui disent que c'est pas lui le gentil, c'est lui le méchant. Et le méchant, quand il va voir la famille du gentil, et bah la famille elle dit mais c'est toi le gentil. Ok. En fait, c'est le méchant gentil. Le méchant c'est le gentil c'est le méchant. C'est un énorme indice, hein. Déjà, je peux te dire que... c'est un volte-face. Volte-face, exactement. Ah oui, d'accord, ok. De John Woo avec Nicolas Cage et John Travolta qui échangent leur visage et du coup ils se font passer l'un Ah pour oui, l'autre. c'est vrai que là, le gentil est méchant, moi, le méchant est gentil. Bah ouais, et film incroyable de John Woo qui est un peu nanardesque dans le jeu d'acteur de Travolta et Cage, mais qui est tellement marrant, tellement bien, enfin assez bien tellement... réalisé. Oui, clairement. C'est vraiment... C'est vraiment génial. Le meilleur film de John Woo aux États-Unis. L'un des meilleurs, ouais. L'un des meilleurs. Moi, j'en ai un autre. Du coup, bon, il va falloir que je te donne des indices au fur et à mesure, mais bon, déjà, on va essayer de te le pitcher. C'est un enquêteur, je pense que tu as besoin de cette précision-là, qui va enquêter sur un méchant gangster. L'enquêteur, il va enquêter à l'aide de son ami et de son chien sur un méchant gangster qui règne. Faut vraiment que tu élargisses ton spectre pour celui-ci. Et donc, il poursuit ce méchant gangster qui vraiment règne sur la pègre locale. Je peux dire que c'est en Angleterre. Il le poursuit, etc. Il y a des énigmes. Il va dans les bas-fonds de Londres, etc. Et à la fin, je peux dire qu'il se bagarre. Il y a une séquence dans une horloge, de course-poursuite dans une horloge, etc. Je peux te dire que c'est adapté d'une célèbre série de romans, avec un personnage extrêmement connu, et ça se passe en Angleterre. Donc un personnage anglais. Alors, parce que là, je vois pas du tout. Est-ce que le chien, il a une importance ? Le chien, ouais. Il flaire, tu vois. Il flaire. Il flaire. Alors, tu m'as dit que c'est un enquêteur. Ouais. C'est un enquêteur ou c'est un détective ? C'est un détective, inspiré d'une grande série de romans britanniques. Sherlock Holmes ? Alors, ouais. Sauf que là, il ne s'appelle pas Sherlock Holmes, même si ça s'inspire directement de Sherlock Holmes. Ah. D'ailleurs, c'est un peu l'alter ego de Sherlock Holmes. D'ailleurs, on voit de façon ombragée Sherlock Holmes. Et Watson, d'ailleurs, dans le... C'est peut-être juste Sherlock Holmes qui fait de violon, je crois. On voit de façon un peu ombragée dans le film. C'est son alter ego, mais son alter ego en pas pareil. Mais oui, c'est clair. Et le chien, il... Par exemple, pour donner c'est un gros indice, le chien est plus gros que le détective. Le chien, il est plus gros que le détective ? Ouais. À Londres ? Ça se finit dans... Il y a une séquence... À Big Ben ? Je sais plus si c'est Big Ben exactement, mais t'as une séquence qui est connue de course-poursuite à la fin. C'est un énorme indice, hein, qui est connue, course-poursuite dans l'horloge, qui est connue comme étant un peu un plagiat du film Lupin de Miyazaki. Ah, ok. Ah là, je vois pas du tout. C'est un gros indice. Ça se peut, je l'ai pas vu le film. Bah, déjà, Miyazaki, c'est de l'animation. T'as peut-être pas vu le film. C'est génial si j'ai pas vu le film. Je sais, je vais te faire un truc débile. Le film est cool, mais... C'est un... Ah, alors je crois que j'ai pas vu le film. Basile, détective privé. C'est ça. J'ai jamais vu le film. Ah merde. En fait, l'animation, ça m'a aidé, mais ouais, j'ai jamais vu le film, malheureusement, faut que je le voie. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ah, d'accord. Ah, ouais. Non, mais bien vu, effectivement, c'est... Ouais, dès que tu sais que c'est de l'animation, là, ça commence ouais. C'est ça que j'ai dit, élargir ton spectre. Ah ouais, bien vu. Et voilà. Alors là, on s'éloigne quand même. Bon, déjà, Basile, détective privé, on s'éloigne petit à petit de la thématique de base, mais c'est ça qui est pas mal. Ça dérape. Voilà. Là, j'en ai un qui est pas mal. C'est un film, il est très connu. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Toi, je sais pas si tu l'aimes particulièrement, mais en tout cas, tu l'as déjà vu. Ça, j'en suis sûr, parce que t'as marqué sur Letterboxd que tu l'avais vu. C'est un film où le gentil, il a déjà arrêté des méchants. Mm-hmm. Mais c'est pas un policier. C'est pas un détective, et les policiers, ils l'aiment pas trop. Mais il y en a certains qui l'aiment bien. Et là, faut qu'il aille arrêter un nouveau méchant. Sauf qu'il sait pas trop comment arrêter le méchant, parce que le méchant, c'est un peu dur de le choper. Et au final, le méchant, il va être arrêté. Mais pas par lui. Enfin, un peu par lui, mais pas entièrement par lui. Sauf que le méchant, il lui a fait un ultimatum. Et du coup, il va devoir choisir entre plusieurs personnes à sauver, qui sont chères à lui. T'as un gros indice. Je me rapproche du micro. Je crois que t'as donné un gros indice.
C'est pas Dark Knight? C'est Dark Knight. Ah ouais, effectivement. ouais, il doit sauver quelqu'un, etc. Ouais, ça, c'était un gros indice. Le truc, c'est qu'après, vraiment, les films de flics, le truc, tu tombes très vite en rond sur des films qui. Ouais, faut. Juste à pitcher, en fait, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était un petit jeu. On espère que ça aurait été sympathique à écouter. Et voilà, là, c'est la vraie fin. Et on se retrouve, du coup, très bientôt pour Bad Boys 2. Bad Boys 2, ouais. Salut! Salut!